Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, continuons sur l'antiferromagnétisme. Alors, expérimentalement, on constate que la plupart des oxydes, chlorures, fluorures, d'ions magnétiques ont une phase antiferromagnétique à température très basse. Donc, ils sont paramagnétiques, parfois ferromagnétiques, et ont fréquemment, à très très basse température, une phase antiferromagnétique. Dans ce type de substance, l'interaction se produit essentiellement par super-échange à travers les ions non magnétiques, ce qui conduit généralement à une intégrale d'échange, donc à une énergie d'échange qui est négative. Prenons par exemple l'orthoaluminate de gadolinium, qui est GdAlO3, donc un oxyde d'aluminium et de gadolinium. Les ions Gd3+, gadolinium 3+, forment un réseau en fait orthorhombique mais pratiquement cubique et avec une maille de 3,73 angstroms. Et il y a, comme on l'avait vu dans l'exemple, il y a deux sous-réseaux pratiquement cubiques avec des réseaux à face centrée d'arêtes 2A, deux fois la distance de 3,73 angstroms. Le nombre de plus proches voisins est 6 et le nombre de plus proches seconds voisins est 12. Le spin d'un ion c'est 7,5 et le facteur de Landé, G, est égal à 2. Alors si on étudie la susceptibilité en fonction de la température, on voit qu'il y a une température critique à 3,89 Kelvin, donc très basse température pour cette substance. C'est la température de Néel, qui est très très basse ici. On constate que la susceptibilité, selon les axes cristallins A et C, est pratiquement constante. C'est la susceptibilité orthogonale. Et on constate que selon l'axe B, on obtient une courbe comme ceci, et puis ici. Et donc, ça, l'axe B, c'est la direction d'aimantation facile, et c'est la susceptibilité parallèle. Dans la phase paramagnétique, on constate une loi de type Curie-Weiss, avec une température de Weiss qui est négative, moins 4,6 Kelvin, et une constante de Curie qui est en accord avec les prédictions théoriques. Donc, jusque-là, ça marche bien. On déduit des données expérimentales que J1 sur K est égal à moins 0,068 Kelvin. Donc, l'énergie d'échange entre ions proches est négative. Et J2 sur K, pour les seconds voisins, est de moins 0,003 Kelvin. Donc, J1 est prépondérant. Si on mesure la chaleur spécifique, on obtient une courbe avec une rupture à la température de Néel, et une courbe comme ceci. Donc, il y a une variation brutale, mais pas de discontinuité. Comme c'est le cas presque toujours pour la théorie moléculaire ou à champ cristallin, la prédiction des exposants critiques, alpha, bêta, etc., n'est pas bonne. Il faut alors une théorie plus élaborée, et les comportements à température très basse ne correspondent pas à la théorie. Donc, on observe pour la susceptibilité parallèle à un comportement en T carré, et pour la chaleur spécifique, un comportement en T cube. C'est différent de la théorie, mais par contre, si on inclut les manions dans les manions équivalents pour le cas antiferromagnétique, on obtient des résultats qui collent à l'expérience. À noter que ce calcul est très complexe, beaucoup plus complexe que ce que nous avons vu pour le ferromagnétisme, parce qu'il se fait que dans l'antiferromagnétisme, les états manions ne sont pas des états propres de l'hamiltonien. C'est donc beaucoup plus compliqué. Alors,
enfin, dans les structures, dans les matériaux macroscopiques, comme pour le ferromagnétisme, on a des domaines qui sont liés à la structure du matériau, notamment le fait qu'il est polycristallin. Alors, on peut aussi étudier le cas en champ fort. Alors, en champ fort, supposons qu'on a deux spins comme ceci. Si on applique un champ magnétique perpendiculaire, au début, les spins vont s'écarter pour s'aligner, avec le champ magnétique, et puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'un champ très fort, il soit aligné. On constate, le calcul, que je vous fais grâce bien entendu, que l'aimantation est proportionnelle au champ magnétique appliqué, ce qui correspond en fait à notre susceptibilité constante. En champ parallèle, il se passe quelque chose de différent. Si on applique un champ parallèle, celui-ci est favorable à ce spin-là, mais pas à celui-là. Donc on a juste un petit delta d'énergie qui conduit à cette formulation-là, mais la situation est instable. C'est comme lorsque l'on rapproche deux aimants qui se repoussent. Les aimants ont tendance à se retourner. Et lorsque le champ devient suffisamment fort, il y a brutalement un basculement des deux spins qui deviennent presque perpendiculaires au champ, avec un petit angle. Et puis après, au fur et à mesure que le champ augmente, les spins s'alignent avec le champ magnétique. Ce changement brutal est appelé le spin flop, basculement du spin. On calcule que cela se produit à un champ magnétique critique, appelé BSF, qui est donné par la racine carrée du champ effectif anisotropique, la composante anisotrope dans le cristal, fois 2BW moins B anisotrope, BW étant le champ moléculaire dû au plus proche voisin. Par exemple, pour l'orthoaluminate de gadolinium, on a à une température de 0,5 Kelvin, on mesure un champ anisotrope de 0,3 Tesla, un champ moléculaire de 2,1 Tesla, et donc le champ de spin flop est d'environ de 1 Tesla. Et ça correspond bien aux résultats expérimentaux. Donc on a quelque chose de particulier. Quand on trace quand on trace l'aimantation en fonction de la température, le champ magnétique appliqué en fonction de la température, pour le cas perpendiculaire, on a une ligne critique perpendiculaire en fonction de la température, où ici, la substance est antiferromagnétique, et ici, au dehors, elle est paramagnétique. C'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Donc, une phase antiferromagnétique, une phase paramagnétique. Pour le champ parallèle, c'est plus compliqué, parce que on a la phase antiferromagnétique et on a la phase paramagnétique à plus haute température ou champ plus fort, et entre les deux, on a une phase appelée phase spin flop, évidemment. À noter que la ligne critique ici, on peut montrer qu'il s'agit d'une discontinuité, donc le champ magnétique, l'aimantation est discontinue dans cette phase-là, à cause de la variation brutale de l'orientation des spins, et donc il s'agit d'une transition du premier ordre. Et ça veut dire qu'il peut y avoir coexistence de phases, c'est-à-dire dans la substance, une partie
qui serait antiferromagnétique et l'autre partie qui serait dans la phase spin-flop. On peut aussi, pour un champ magnétique quelconque, tracer un diagramme à 3 dimensions qui combine les deux résultats. Ce diagramme présentant des points de phase critiques ou de débit critique parce qu'il y a une rencontre de plusieurs lignes critiques, etc. Le dernier cas que nous allons envisager ici, très brièvement, c'est l'hélimagnétisme. Un exemple, c'est le MnAU2, c'est-à-dire un alliage d'or et de manganèse. Dans cette substance, on a des plans successifs et les spins sont alignés, bien alignés dans un plan. Mais d'un plan à l'autre, il y a une rotation par rapport au plan précédent de 51 degrés. Donc on a tous nos spins alignés, puis comme ça, et ainsi de suite. Comme ça fait un tour complet, bien entendu, en moyenne, l'aimantation totale est nulle. C'est souvent le cas des terres rares. Alors, le manganèse, l'aluminium et l'or ne sont pas des terres rares, mais on a souvent le cas pour les terres rares. Le terbium, le dysprosium, l'holmium sont souvent des substances présentant de l'hélimagnétisme. Par exemple, le dysprosium est ferromagnétique de 0 Kelvin à 85 Kelvin, puis il est hélimagnétique jusqu'à 179 Kelvin, et à partir de là, il devient paramagnétique. Ce phénomène est dû à des effets plus longue distance parce que les intégrales d'échange dans ce type de substance sont transmises par les électrons de conduction, un cas dont nous avions parlé brièvement. Et ça provoque des effets non locaux, c'est-à-dire des effets entre ions à plus grande distance. On peut par exemple écrire un hamiltonien avec un terme de somme des énergies d'échange pour les plus proches voisins et des sommes d'énergie d'échange pour des voisins plus éloignés. Ah, le second voisin par exemple. Évidemment ici, on n'est pas dans des cas d'énergie d'échange négative, on tomberait dans les antiferromagnétiques, mais dans des cas du type ferromagnétisme, avec des effets à seconde distance. Par exemple, si H est une somme entre voisins, plus lambda à certains coefficients, fois la somme au second voisin, de seconde distance, on constate que si lambda, un calcul simple, et on imagine un angle θ entre chaque plan, on calcule que si lambda est supérieur à moins un quart, alors l'angle le plus stable, c'est θ égale 0. C'est-à-dire qu'on est ferromagnétique, il n'y a pas d'hélimagnétisme. Mais s'il est inférieur à moins un quart, donc si la relation, l'effet au second voisin est négatif et relativement forte, à ce moment-là, on a cosinus θ égale moins un quart de lambda. Et donc, on a un décalage de plan en plan avec l'hélimagnétisme. Ce type d'approche, que j'ai brièvement esquissé ici pour l'hélimagnétisme, pour l'antiferromagnétisme, avec un hamiltonien décrivant différents types de situations d'interaction entre les ions magnétiques, ce type d'approche est très général, peut s'appliquer à toutes sortes de situations et explique les propriétés de différentes substances, parfois avec des phases moins fréquentes, par exemple le cas du ferromagnétisme faible. Le ferromagnétisme faible, c'est en fait une phase antiferromagnétique, mais où les spins sont légèrement inclinés. Ce qui fait que, globalement, il y a quand même une petite aimantation spontanée. On l'appelle ferromagnétisme faible. Il y a aussi l'hélimagnétisme conique. Donc au lieu d'être orientés comme ça, les spins sont plutôt orientés comme s'ils étaient sur un cône. Donc, il existe toutes sortes de cas. Et ces méthodes marchent très bien dans tous ces cas-là. Voilà, pour
le paysage, les différentes substances. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir le dernier cas qui est assez important, donc on va y consacrer une vidéo. C'est le cas du ferrimagnétisme. Je vous remercie.